C'est magnifique. Vous êtes des milliers à avoir levé le nez sur la maison que j'habite depuis bien longtemps déjà. J'ai été baptisée en 1926. Je m'appelle Marguerite Marie. Vous ne connaissez que mon chant. Depuis 57 ans, je suis entourée d'une ribambelle d'enfants et de petits-enfants qui gazouillent sans cesse. Ce sont les 62 cloches du carillon. Ce soir, je vais taire mon chant un instant et vous murmurer les aventures des familles de Tourcoing. Surtout, celle de deux jeunes gens, Léon et Julia, que rien n'arrêtait. On les a appelés les fonceurs. Et puis, peu à peu, à la même époque, des sons étranges s'échappèrent vers le ciel en un mugissement sourd et puissant. C'étaient les sirènes des usines aux centaines de cheminées fumantes. Dans le nouveau stade nautique, on apprenait aux enfants à nager en les suspendant à des câbles. Gustave Dron, maire de Tourcoing, avait créé le beffroi. Gustave Dron put montrer la vitalité de sa ville en organisant une exposition internationale des industries textiles en juin 1906, accueillant dans sa ville le président de la République, Armand Fallières, et plus de 700 000 visiteurs. À Tourcoing, grâce aux journaux et aux discussions dans les estaminets, on fut choqué par l'assassinat le 28 juin 1914 de l'archiduc autrichien François Ferdinand et de son épouse par un Serbe. C'est quand même dangereuse cette histoire, et même très inquiétant. Et comme l'Allemagne est toujours notre ennemi, qui nous a pris l'Alsace et la Lorraine en 1870, c'est certain qu'on ne pourra pas rester neutre. Dans les estaminets de la place, on s'amusait bien, on riait, on jouait aux cartes, aux arbalètes, à la fléchette, à la bourle. Alors Pierre, quand est-ce que tu la maries ta fille Julia? Je suis pas pressé. Tant qu'elle apporte son salaire pour les petits, c'est utile. On la voit fréquenter le Léon. Elle va se faire engrosser, hein. Non mais dites donc, tu m'insultes? C'est du sérieux, Julia? Fin juin 1914, les nouvelles furent de plus en plus alarmantes et la guerre apparaissait imminente. Le maire de Tourcoing, Gustave Dron, organisa d'urgence une réunion en mairie. Il était très populaire, tant il avait le souci du bien-être de sa population, ému devant trop de pauvreté et la forte mortalité des enfants. Messieurs, l'heure est extrêmement grave. L'Autriche vient d'entrer en guerre contre la Serbie. Nous devons nous préparer à entrer nous aussi dans ce conflit. Le décret de mobilisation générale fut affiché dans toutes les communes de France. Mais l'ambiance était étrangement joyeuse. Les Tourquenois se préparaient pour un conflit qui serait court, c'était certain. Puis, des nouvelles alarmantes arrivèrent. Les Allemands pénétrèrent en Belgique en violant sa neutralité. L'Angleterre s'allia alors à la France pour défendre la Belgique que l'ennemi envahit rapidement. Le 13 août, Gustave Dron, nouveau sénateur, quitta Paris pour rejoindre immédiatement sa ville de Tourcoing, où il réunit son conseil municipal. Mais nous ne craignons rien. La ville n'est pas menacée. Nos soldats sont en train de repousser les Allemands en Belgique. Mais personne ne pouvait alors imaginer ce qui allait vraiment se passer. Un cauchemar. Un cauchemar. C'est ce que les habitants vivaient, tant les événements se bousculaient.
Mais le 23 août, ce furent de nombreux hurlants à cheval qui arrivèrent en créant l'effroi. L'ennemi était là. On le voyait. Le 2 septembre 1914, les Allemands se présentèrent à l'hôtel de ville de Tourcoing et exigèrent des otages. Le commandant Passeur, chef provisoire de la commandante Tours, déclara qu'il prenait possession de l'hôtel de ville avec son état-major. Et les habitants, éperdués, purent lire les premières proclamations d'une longue série à venir. Quoi? Mais je ne vais pas donner le vélo de mon mari. Qu'a-t-il écrit? Je ne vois pas bien. Les armes à feu, automobiles, motos, vélos sont à déposer à la mairie. Sinon, les détenteurs seront fusillés et la mairie condamnée à une forte amende. Les habitants étaient cependant assommés par ce qui leur arrivait et ne réussissaient pas à réagir. Et personne ne se doutait que cela allait durer 4 longues années. En leur faisant des grimaces. Subissant le blocus américain, anglais, l'Allemagne ne pouvait subvenir aux besoins de sa population et encore moins ceux de ses soldats sur le terrain. Les Allemands réquisitionnaient donc tout ce qu'ils pouvaient. L'état sanitaire de la population se dégradait de façon très inquiétante. Le mot contrebandier fut remplacé par celui de fonceur. Ce n'était plus de la contrebande, c'était de la survie et de l'héroïsme. J'ai froid, j'ai les pieds gelés, les bottines pleines de boue, mais c'est rien, c'est rien. Où est-ce que t'as mis les jambes? Sous ma jupe, je les ai accrochés avec une corde autour de la taille. Ah, c'est pour ça que je te trouvais grosse. Depuis plusieurs années, semaines, bravant la neige, la pluie, le froid intense, Julia suivait Léon et d'autres jeunes femmes et hommes dans un jeu dangereux qui consistait à éviter les patrouilles. Pour ces fonceurs, l'angoisse d'être pris ou d'être tué, la fatigue accrue par le froid et l'humidité qu'il fallait combattre, tout était oublié devant les sourires des familles qui ouvraient les sacs dévoilant de véritables trésors. Halte! 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 Ton sang, on les a pas entendus venir, ces salauds. C'est pas possible. Ils sont morts? Je ne veux pas que tu continues. Je tiens à ta vie. Tu vas partir? Où? Pourquoi? Parce que je ne peux plus rester ici, comme un prisonnier. Je ne me suis pas engagé avec les autres avant qu'on soit occupé. J'en ai honte. Et je ne voulais pas te quitter. Soulève ta jupe. Je vais les décrocher. Tu crois? Bah oui, si tu veux qu'on se marie, il n'y a pas de mal. Je peux voir ton jupon. Voilà. Et puis, je serais bien content que tu portes mon nom tout de suite. Alors, je veux porter aussi ton enfant. Tout de suite. J'aurai un peu de toi en moi et toi, tu auras envie de revenir vite. La plus horrible des guerres s'étendit sur le monde entier. Mais là, dans les grandes plaines du Nord, ce fut un véritable carnage. Des militaires racontèrent quelque chose d'incroyable. C'était le matin de Noël 1914. Les Français tiraient moins sur leur ennemi. On aperçut côté allemand des sapins éclairés de bougies. Un Allemand fit des signes qui ne semblaient pas belliqueux. Un Anglais
sortit de la tranchée prudemment. Ils avancèrent l'un vers l'autre et se saluèrent. Ils vivaient malgré eux la même souffrance, obligés de s'entretuer, mais partageant aussi la même foi chrétienne. Alors, les chants jaillirent d'un côté et de l'autre, chacun sa langue. Mais les généraux n'entendirent pas les chants, ne virent pas les mains tendues vers la paix, et la guerre reprit, féroce, entraînant dans son sillage des millions d'êtres humains. Sans être comparable à la brutalité du front, la guerre était visible à Tourcoing à cause de la présence de l'ennemi. C'étaient des ennemis, mais tout de même de très bons musiciens. Mais l'horreur de la guerre était bien là, quand on franchissait les portes de nombreux postes médicaux et que l'on en découvrait la violence sur les corps martyrisés des hommes, quelle que soit leur nationalité. Et puis, on vit arriver de nombreux réfugiés de Belgique. Pauvres gens, apeurés, épuisés, frigorifiés, affamés. Le 10 mars, les Allemands obligèrent les bouches inutiles à s'expatrier. Personne n'en avait envie. Mais il fallait être raisonnable. On réussissait à peine à survivre à Tourcoing. Ces départs forcés vers la zone libre se firent dans la tristesse et dans une immense inquiétude. On abandonnait les familles, les amis, la maison. Pendant ce temps-là, certains industriels de Tourcoing poursuivaient tout de même leur travail en visitant les pays lointains, comme George Tibergamot aux États-Unis. Les journaux de New York titrèrent « Ce n'est pas de la guerre, c'est du crime ». En juillet 1915, les premières permissions de 6 jours furent accordées à tous les combattants français. Ma chère femme, j'aimerais tant t'envoyer une lettre te racontant ce que je vis, mais c'est impossible. Je te sens prisonnière. Moi qui me retrouve soudainement dans cette grande ville de Paris, je suis en permission pour 5 jours. Je suis comme dans un autre monde, assommé par cette atmosphère joyeuse et insouciante qui y règne, et où nous, pauvres soldats, sommes presque gênés de déranger en montrant que la guerre existe, avec nos visages fatigués. Je t'embrasse de tout mon cœur. Léon, ton mari. Léon était terriblement inquiet pour Julia, pour sa famille, pour ses amis de Tourcoing. Il craignait pour Julia, si jeune, si jolie, au milieu de ses ennemis, hommes sans femme. Il avait l'impression effroyable que sa vie ne servait à rien. Soldat anonyme au milieu de tant d'autres. L'uniforme des soldats se modifia tout au long de la guerre, dont le pantalon rouge, trop visible de l'ennemi, et ce ne fut qu'à l'automne 1915 qu'on dota les soldats de casques, tant les blessures à la tête étaient nombreuses et gravissimes, sans protection. Le conflit s'étendait partout, et les efforts de guerre furent considérables pour tous les pays. Julia et Léon écrivaient chacun de leur côté
sur des petits cahiers qui devenaient au fil des jours le seul moyen de ne pas perdre courage. Mon cher époux, j'aimerais tant t'envoyer une lettre, mais c'est impossible et je ne sais pas où tu es. Ton silence depuis que tu es parti est effrayant. As-tu réussi à traverser toutes les lignes ennemies? Es-tu sur le front? Es-tu blessé ou... Ton petit Léon est fort, car il n'est pas malade, malgré les ravages de la typhoïde, de la tuberculose ou de la rougeole. Ma tendre femme, je continue à écrire, même si j'ai les doigts engourdis par la boue et le froid. À la messe, oui, j'y retourne maintenant pour prier pour toi. Moi, j'ai plus de mal. J'ai trop peur pour toi. Prends bien soin de toi, mon amour. Je t'embrasse à travers le ciel. C'est le même que le tien. En ce 1er novembre 1916, le commandant Fontessin convoqua Gustave Dron. Vous avez 1 heure pour faire une liste de 25 hommes ou femmes qui serviront d'otages. Je veux des médecins, avocats, industriels, journalistes, professeurs. Parmi d'autres, Edmond Mazurel fut arrêté. Sa femme, Jeanne, réussit à se faufiler dans la salle du premier étage de la mairie où était... Je vous remplace, ne dites rien. Mais, non, pourquoi faites-vous cela? Mon mari, Edmond Mazurel, est arrêté. Et je veux rester avec lui. Jeanne fut heureuse de donner du bonheur qu'elle donna en prenant la place d'une autre femme. Les otages furent conduits à l'île en Mongie. Les Allemands décrochèrent et déposèrent toutes les cloches transportables en face du portail de Saint-Christophe pour être fondus en Allemagne. La population s'était rassemblée, traumatisée par ce qu'elle voyait. Plusieurs jeunes filles et femmes fonçaient courageusement ainsi la nuit pour subvenir aux besoins de leur famille. Elles craignaient l'emprisonnement ou même la mort qui rendrait leurs enfants orphelins et totalement abandonnés. L'une d'elles fut arrêtée 51 fois. Dans la région, mais pas à Tourcoing, de nombreuses femmes travaillaient dans les usines, embauchées pour remplacer les hommes. Rapidement, leur tenue avait changé pour des robes plus courtes, sans la gêne du port d'un corset. Elles résistaient comme elles le pouvaient, travaillant au service des Allemands et refusant parfois au risque de leur vie de fabriquer ce qui pourrait tuer leur mari ou leur fils au front. Fontessin fit arrêter Gustave Dron et une centaine de personnalités, les accusant tous d'espionnage. Ce fut un immense choc pour la population de perdre ainsi son protecteur en qui elle mettait toute sa confiance et ses espérances. L'armistice fut signé le 11 novembre 1918. Ni les soldats, ni les blessés ne rentrèrent tout de suite. Ça fait 1 an que l'armistice est signé, Julia. 1 an qu'on est libre. Ça fait 5 ans que je n'ai aucune nouvelle de Léon, rien. Julia, ça fait des heures que je vous cherche. Il est mort? Oh mon Dieu! De Léon, qui arriva 2 jours plus tard. Julia? Il y a si longtemps. Oh oui, si longtemps. Regarde ton fils. Il a 4 ans maintenant. Il s'appelle Léon. Je ne savais pas pour petit Léon. Je n'ai aucune nouvelle de toi. Merci. Merci. Pourquoi merci? Tu es là. Tu m'as attendu. Tu es vivante. Je savais au plus profond de moi que tu avais eu un enfant, mais je ne savais plus rien. Plus rien de toi. J'espérais, c'est tout. C'est ce qui me faisait survivre. Mais aujourd'hui, je ne sais plus. Je ne sais plus qui je suis, ce que je suis devenu. Après tout ça, je ne sais plus pourquoi je vis. Alors,
Alors qu'ils sont tous morts. Ils sont tous morts, Julia, tous. Tant de mes camarades. Oh, Julia. Viens, mon chéri. J'ai tant besoin de toi. C'était il y a 100 ans. La guerre avait tué plus de 18 millions de personnes et en avait blessé gravement autant. On estime à 300 000 le nombre de soldats disparus, enfouis sous la terre. Chers amis de Tourcoing, jeunes ou moins jeunes, vous qui avez écouté cette histoire, vous qui êtes les descendants de Léon et de Julia, arrêtez-vous un instant devant les monuments aux morts qui égrènent les villes et les villages, comme ici, place de la Victoire. Lisez avec respect le nom de ceux qui, durant la Première Guerre mondiale, puis celle qui, 26 ans plus tard, sera aussi effroyable, ont donné leur vie sans hésiter pour reconquérir votre liberté. Merci à vous tous qui avez foncé à travers la pluie pour applaudir cette soirée. Je remercie particulièrement Monsieur Didier Drouard qui nous a lancé ce défi de monter l'histoire de Tourcoing et je le remercie vivement. Je voulais seulement aussi remercier l'équipe de la mairie, l'équipe événementielle, avec Xavier Bérité et Aurélien Dujardin. Merci à Thomas Fichac et les membres de l'association des Amis de Tourcoing et du Carillon. Merci à tous les bénévoles, les figurants formidables, on peut vraiment les applaudir. Les costumières absolument extraordinaires aussi, qui ont fait un super boulot. Les accessoiristes, les maquilleuses et les coiffeuses, pardon. Avant que mon papier ne fonde sous la...